Aujourd'hui, je vais vous parler de végétal et particulièrement des résultats de ma thèse que j'ai soutenue l'an passé. Donc la Corse, elle est connue en Méditerranée pour être assez particulière de par ses reliefs, son climat très varié, mais aussi sa flore extrêmement riche. Lorsque les premières populations d'agropasteurs arrivent sur l'île, ils trouvent une végétation à basse et moyenne altitude dominée par des éricacées, des arbustes de la famille des éricacées, donc la bruyère arborescente et l'arbousier. Et ça contraste vraiment avec les autres régions méditerranéennes, puisque ailleurs, à cette période de réchauffement, avec un climat de plus en plus chaud et humide, on a la mise en place de chênaies avant la mise en place d'arbustes comme la bruyère et l'arbousier. Et donc en Corse, on a un tournant dans la végétation qui intervient à la fin du néolithique et à l'âge du bronze. C'est la mise en place de la chênaie sempervirente avec le chêne vert et qui se développe aux côtés d'autres arbustes de maquis comme l'arbousier et la bruyère. Donc l'origine de ce tournant, il a encore discuté. On ne sait pas trop si c'est plutôt des dynamiques anthropiques ou alors naturelles. Et ça fait partie des problématiques en cours. Alors moi je me suis beaucoup intéressé à l'âge du bronze et à l'âge du fer. Je vais être très rapide, ce sont des périodes marquées par d'importantes mutations socio-culturelles. On passe des habitats fortifiés à des habitats ouverts, et puis tout ça qui est baigné dans un contexte méditerranéen riche qui motive beaucoup d'échanges et de contacts, notamment avec l'Italie, la Sardaigne. Je vais être assez rapide parce que finalement, si on a un peu des connaissances sur tout ce qui se passe un peu sur l'île, sur les contacts, on a très peu d'informations, on avait très peu d'informations sur l'économie de subsistance et sur les systèmes alimentaires et techniques. Donc on avait quand même quelques données que j'ai mis là quand même, il faut rendre à César ce qui est à César. Et donc on savait qu'il y avait des cultures annuelles autour de céréales, de légumineuses, et aussi la cueillette de fruits sauvages. Alors ça peut être de la vigne, mais aussi et beaucoup le chêne. Donc c'est dans ce contexte que moi je me suis lancé dans une thèse autour de thématiques bien définies. Donc il y avait à la fois du paléenvironnement, donc reconstituer l'évolution de la végétation, les modalités d'exploitation des ressources végétales, donc beaucoup le combustible ligneux, et aussi l'agriculture, la cueillette, et donc tout ce qui est autour des systèmes agricoles, des techniques agricoles, et aussi donc des systèmes alimentaires et techniques. Donc c'est comme ça qu'en fin 2021, j'ai commencé une thèse qui est financée par la collectivité de Corse, que j'ai soutenue en octobre 2025, et vous avez à l'écran mes deux co-directeurs. Et donc cette thèse, j'ai fait une approche croisée avec trois disciplines différentes. C'est caché, désolé. Donc l'anthracologie, c'est l'étude des charbons de bois archéologiques. La carpologie, c'est l'étude des restes de graines, de fruits conservés dans les sols archéologiques. Et puis on a aussi, c'est coupé, mais l'éco-anatomie quantitative, sur laquelle je vais revenir juste après. Là, je vais vous présenter juste les résultats de 3 sites différents. Donc Icaste, qui est situé dans la Gravone, qui est fouillé par Hélène Paolini Saez, Basi, qui est dans le Tard, fouillé par Thomas Perrin, et puis on a aussi Philitose. On a eu des fouilles récentes réalisées par Kevin Pêche-Kilikini. Donc on a aussi la chronologie, on voit que j'ai beaucoup de choses à l'âge du bronze, et qu'il y a seulement Icaste, dans la Gravone, qui a livré des contextes du premier et du second âge du fer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre d'un point de vue archéologique, et aussi quand on interprète les données. Au niveau des prélèvements, parce qu'en fait, les restes végétaux qui sont carbonisés, il faut les prélever dans les sites. Donc je vais être assez rapide, mais on a prélevé différents types de contextes, beaucoup des sols d'occupation. C'est là où en fait étaient jetés petit à petit les déchets alimentaires, mais aussi de combustible. Donc très intéressant. On avait aussi des sols foyères et puis des fosses pour répondre à des questionnements particuliers, notamment pour les archéologues, le fonctionnement des foyers, le fonctionnement de cette fosse et les modalités de comblement. On nous récupère ça par flottation manuelle des sédiments avec de l'eau. Ça permet de séparer les charbons de bois et autres restes végétaux du sédiment. Et on a utilisé des tamis qui sont toujours à la disposition des archéologues de Corse. Donc l'anthracologie, là vous avez des exemples de charbons de bois carbonisés, enfin des charbons qui sont carbonisés du coup, et vous avez à quoi ressemble le charbon au microscope à réflexion. Donc en fait on coupe le charbon à la main,
et on identifie taxonomiquement le charbon. Donc on peut aller soit au rang spécifique, soit au rang du genre, ça dépend. Et puis tout ça, ça nous permet de faire une interprétation écologique. Donc on arrive à reconstituer les boisements anciens, leur évolution, et puis comment ils ont été exploités par les populations humaines. En complément de l'anthracologie, j'ai développé une approche d'écoanatomie quantitative. Donc ça permet d'analyser la réponse du bois, des éléments anatomiques, à des éléments externes. Donc ça peut être des variations climatiques, mais aussi des activités humaines comme la coupe. Et donc je me suis penché sur l'arbousier et j'ai réalisé des mesures et des quantifications de caractères anatomiques. Et via des analyses statistiques, j'ai essayé en fait de voir s'il y avait une distinction anatomique entre des arbousiers de hauteurs différentes. Tout ça dans l'objectif de savoir si ce que j'ai finalement sur un site, est-ce qu'autour du site j'ai des maquis bas, des maquis plutôt hauts, ou plutôt des maquis préforestiers, voire forestiers, avec de très grands individus. Donc là, ce sont des exemples actuels que vous avez en photo. Donc pour ça, j'ai dû faire un référentiel. Et donc là, vous voyez différentes zones où j'ai coupé des arbousiers actuels que j'ai ensuite carbonisés, puis j'ai réalisé des mesures. Et puis, il y a les arbousiers archéologiques que j'ai sélectionnés. Donc, il y a 2 sites. Basy, j'ai tapé dans les niveaux du néolithique ancien parce que c'était les plus anciens arbousiers qu'on avait à ce jour en Corse. Et puis, pour avoir vraiment quelque chose sur le temps long, je me suis tourné vers la Gravone à Icastedi, où il y avait beaucoup de charbon d'arbousier, à la fois dans des niveaux du bronze moyen et puis dans du second âge du fer. Donc on est vraiment vers le 3e siècle, je crois, avant notre ère. Donc c'est très tardif et on pourra voir du coup la différence entre le milieu de l'Holocène et puis l'Holocène récent. Ensuite, il y avait la carpologie, donc l'étude des graines, des fruits et de tous les autres organes végétaux qui ne sont pas du charbon de bois. Et donc là aussi, on réalise une identification taxonomique à partir de la morphologie, de la taille, etc., de caractères anatomiques. Et puis, ça permet de faire à la fois une interprétation écologique, hein, c'est possible, mais surtout fonctionnelle, parce que ces plantes, en général, ce sont des plantes alimentaires qui sont consommées. Donc des céréales, féveroles, on reviendra dessus. Ça, ce sont encore une fois des photos de graines que j'ai pu croiser au cours de ma thèse. Et puis voilà, on utilise une loupe binoculaire pour ça. Alors les résultats, je vais essayer d'aller vite. Ça, ce que vous avez à l'écran, c'est un diagramme anthracologique. Donc en fait, vous avez la proportion relative de chaque taxon que j'ai identifié, organisée en fonction de la période. Donc là, à Phyllitosa tourich, ce qu'on peut voir, c'est que on a 3 taxons qui sont dominants. Le chêne sempervirent qui doit probablement correspondre à du chêne vert, l'arbousier et la bruyère. On voit qu'au cours du temps, entre le bronze ancien et le bronze récent, on a une diminution des proportions de la bruyère et une augmentation légère du chêne sempervirent. On a aussi d'autres essences qui ont été identifiées mais qui restent minoritaires, des essences de maquiba, donc le lentisque, l'oléastre, et puis des choses qui poussent autour des cours d'eau, donc des forêts de ripisylves, on appelle ça, ripicoles, donc avec l'aulne, et puis on a aussi des conifères, dont le pin noir, la riche, ou le pin endémique de l'île, très certainement. À Basy, donc, qui est un site qui est situé vraiment de l'autre côté du Tard, à quelques kilomètres de Phyllitosa, on a à nouveau du chêne, de la bruyère et de l'arbousier. Cette fois, on voit qu'entre le bronze moyen et le bronze final, on a la bruyère qui augmente un petit peu, et on a une baisse, encore une fois, très peu de variation du chêne sempervirent. On a à nouveau des petits ligneux de maquiba qui ont été identifiés, toujours minoritaires, mais on a quand même l'identification de l'oléastre à nouveau, et puis toujours des essences de ripisylve et le pin noir ou sylvestre qui a à nouveau été identifié. À Icastedi, du coup, qui est plutôt en situation de moyenne vallée et à plus haute altitude, on a à nouveau du chêne, de la bruyère et de l'arbousier. Cette fois, on a quand même quelque chose de particulier, c'est que le chêne, on voit entre le bronze moyen et le second âge du fer, donc après 1500 ans d'occupation, les proportions restent vraiment stables. C'est assez remarquable, ça reste autour de 10%. On a aussi d'autres dynamiques intéressantes, c'est l'augmentation de la filaire ou du nerf parrain laterne. Voilà, c'est un taxon valise un peu qui peut correspondre à ces ligneux. On a une augmentation donc entre l'âge du bronze et l'âge du fer. Et puis, à contrario, on a une diminution du buis. Alors le buis, je l'ai identifié qu'à Icastedi, c'est quand même un arbuste qu'on croise pas souvent. Et donc, c'est assez surprenant de l'avoir trouvé et puis de voir à quel point il diminue au cours du temps. On a encore à la fois encore du pin, des essences de ripisylve et puis aussi des essences de lisière.
Pour les résultats éco-anatomiques, j'ai fait donc des traitements statistiques, et donc là, c'est des méthodes de classification. Pardon, c'est des méthodes qui permettent de faire différents groupes à partir de mon référentiel de moderne. Et donc vous voyez des différentes patates. Et là, donc on a des individus inférieurs à 3 mètres de haut, donc des arbousiers inférieurs à 3 mètres de haut, en vert entre 3 et 6 mètres de haut, et en rouge, c'est ceux qui sont supérieurs à 6 mètres. Donc ensuite, dans ce modèle, je vais projeter des arbousiers archéologiques sur lesquels j'ai fait les mêmes mesures. Et là, ce qu'on voit pour le néolithique ancien, c'est qu'on a des très grands arbousiers qui dépassent les 6 mètres de haut et qui indiquent du coup la présence de grands individus au néolithique ancien. Par contre, si on regarde l'âge du bronze et l'âge du fer, à Icastede, ce n'est plus le cas. On n'a plus de grands individus et on a surtout des petits arbousiers inférieurs à 3 mètres de haut. Pour les résultats carpologiques, là je vous montre vite fait les effectifs. Donc on parle en nombre minimal d'individus et on voit que Icastede vraiment concentre la plupart des effectifs avec plus de 5000 individus. Ce qui est important de dire ici, c'est que la plupart des éléments que j'ai identifiés, ce sont des restes de plantes cultivées ou alors des fruitiers qui sont plutôt alimentaires, voilà, plutôt consommés, et que j'ai très peu de mauvaises herbes des cultures et de restes d'épis, des éléments d'épis de blé qui me permettent beaucoup surtout de discuter de pratiques agricoles. Donc ça, c'est déjà un premier résultat. On a surtout des produits finis, prêts à être consommés. Au bronze moyen et au bronze récent, on a surtout des fruitiers, et ça correspond beaucoup à des cotylédons de chêne, et des légumineuses, dont le pois cultivé. Vous voyez des photos à l'écran, accompagnées de la févérole. Et puis on a aussi des céréales dominées par l'orge nu. On a beaucoup ça, aussi des espèces de blé, et puis on a le millet et une oléagineuse, le lin cultivé. Au bronze final, les légumineuses sont toujours aussi importantes, on a toujours du pois accompagné de févérole, un peu moins de chêne, et puis l'orge nu et l'amidonier qui sont là. On a aussi une autre légumineuse, mais très discrète, l'herse, qui a été identifiée. Et puis pour l'âge du fer, donc à Icastede, on a toujours les légumineuses qui sont abondantes, mais cette fois, c'est plus le pois qui est dominant par rapport à la févérole, ça s'est inversé. On a de la févérole plus que de pois, accompagné de céréales diverses et variées, et des fruitiers qui deviennent vraiment minoritaires, et on retrouve notamment, en plus du chêne, de la vigne. Donc je vous propose de voir un peu tout l'apport de ces résultats, avec une première discussion autour de l'évolution des formations éricacées. Donc on l'a vu, au début, au néolithique ancien, quand arrivent les premiers agropasteurs, on a plutôt des grands individus, et ça soutiendrait, des grands individus d'arbousiers, pardon, ça soutiendrait une vieille hypothèse de Maurice Rey, qui était palynologue, qui avait proposé un climax en Corse à bruyères arborescentes et arbousiers, qui formaient à cette époque de véritables forêts. Et avec l'arrivée des humains, le développement des activités agropastorales, on a une dégradation de ces formations primitives et la mise en place finalement de la végétation qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des maquis et la chênaie verte qui, à basse altitude, correspond finalement à un paraclimax, c'est-à-dire un climax, c'est le développement maximum d'une formation végétale, et donc qui n'est pas original à l'île, c'est quelque chose qui a été créé après dégradation d'une végétation primitive. Donc ça, c'est un des principaux résultats de ma thèse. Ensuite, tout ce qui concerne l'approvisionnement en combustible, on a vu, on a énormément de milieux différents qui sont concernés, mais la principale source de combustible, c'est des essences chlérophiles de maquis, dont la bruyère, l'arbousier et le chêne. Donc on pourra discuter à l'occasion de pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'ils sont juste abondants ou est-ce qu'il y a une raison technique à cet approvisionnement particulier. Par contre, on a vu aussi que le chêne, finalement, au cours du temps, on a très peu de variations dans les proportions, dans mes diagrammes Anthraco. Et là, vous avez une figure un peu synthétique pour Icastede, où on voit que finalement, le chêne, les proportions ne changent pas beaucoup, alors qu'entre l'âge du bronze et l'âge du fer, on a un changement pour l'arbousier et le buis. Et ça, ces fréquences stables de chêne, c'est assez surprenant en contexte agropastoral, parce que normalement, on exploite la forêt pour avoir de nouveaux espaces où installer les cultures. Et on a donc une régression finalement d'espèces de sous-bois, parce que le buis et l'arbousier peuvent se développer en sous-bois. Et on a aussi une faible représentation de petits ligneux de maquis bas. Et ça, c'est assez contradictoire parce que normalement, si on exploite la forêt, si on exploite le sous-bois, on a la mise en place de petits ligneux de reconquête qu'on ne retrouve pas tellement dans les diagrammes Anthraco. Et donc ça m'a poussé à proposer une hypothèse. C'était une exploitation finalement raisonnée de la chênaie avec la mise en place
d'un paysage semi-ouvert, dans lequel on préserve certains arbres pour différentes raisons. Là encore, on pourra revenir dessus. Ça peut aider pour le pastoralisme et aussi pour l'agriculture. On a d'autres arbres qui sont un peu gérés de manière particulière, notamment le pin, parce que pour les sites de basse altitude comme Basie et Philitose, la possibilité pour que le pin lariche se soit développé à proximité du site, elles sont assez faibles. Donc là, on a plutôt un apport depuis les massifs montagneux, donc un apport de ressources, et peut-être dans le cadre d'usages spécifiques, et notamment la production de résine qui a été attestée par des analyses biomoléculaires par plusieurs collègues, et puis pourquoi pas pour la construction de maisons, étant donné que ça fait des fûts droits et hauts, et que c'est pratique pour faire des maisons. Un autre arbre, c'est le bouleau, parce qu'en fait, je ne vous en ai pas parlé, j'en ai absolument pas trouvé dans mes assemblages anthracologiques. Par contre, en Corse, on identifie beaucoup le bouleau sous la forme de brai, donc sous la forme c'est un résidu obtenu par l'exploitation de l'écorce. Donc là, on serait peut-être, par une gestion particulière, on exploite juste l'écorce pour obtenir, c'est une sorte de colle, hein, le brai c'est un adhésif, juste pour obtenir du brai, et par contre on laisse l'arbre, on n'en touche pas parce qu'on n'en a pas besoin, on a suffisamment de bois en plaine. Pour tout ce qui est production végétale, systèmes agraires, donc il y a plusieurs choses importantes à dire. Déjà, c'est que les légumineuses sont dominantes, et ça, à l'échelle de la Méditerranée, c'est assez surprenant. D'habitude, c'est vraiment la céréaliculture qui est importante, et qui tourne autour de l'orge vêtue. Et moi, je ne vous ai pas beaucoup parlé d'orge vêtue parce que ce n'est pas ce qui domine dans mes assemblages, c'est beaucoup l'orge nue. Donc ça fait deux éléments quand même qui distinguent la Corse dans le contexte méditerranéen. Autre chose aussi, c'est la première attestation du lin cultivé en Corse. Ça, c'était assez inespéré parce que les graines de lin, on peut obtenir de l'huile avec les graines et exploiter la plante aussi pour faire des fibres textiles. Et en fait, la graine, quand elle est exposée au feu, généralement, elle explose, donc on n'en trouve pas beaucoup. Donc là, on a quand même une preuve qu'on exploitait pas seulement des céréales et des légumineuses, mais aussi d'autres types de plantes cultivées. Donc là, je vous ai mis des étoiles sur les plantes qui ont été déjà identifiées au néolithique, et donc on voit que c'est la majorité, et que finalement l'exploitation, l'agriculture à l'âge du bronze, à l'âge du fer, se base sur des choses qui sont déjà établies au néolithique par les premières populations agropastorales. Par contre, on a deux nouveautés, c'est l'herse et surtout le millet commun, sur lequel je vais revenir juste après. Alors pour faire rapide, la combinaison de culture de légumineuses et d'orge nue, ça et le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'adventices, donc de mauvaises herbes de culture dans mes assemblages, ça pourrait être indicateur d'un entretien régulier et intensif des champs de culture. Et ça, en général, en archéobota et dans d'autres contextes méditerranéens et même européens, c'est plutôt indicateur de culture de petites parcelles proches de l'habitat, parce qu'en fait, on doit être beaucoup sur le champ, on doit vraiment l'entretenir, etc., le sarcler pour éviter la mise en place de mauvaises herbes. Et ça, en fait, à côté des maisons, ça peut avoir plusieurs aussi avantages, notamment la gestion des autres tâches domestiques, et ça peut être aussi, par exemple, pour surveiller les enfants, etc. Et ça on parle en archéobotanique de gestion de parcelles d'un mode jardin, voilà, comme un jardin, comme un potager. Ce qui n'empêche pas, évidemment, d'avoir des parcelles un peu plus grandes, etc. Je vais essayer de me dépêcher. Pour le millet commun, je vous ai dit que c'était quand même important d'en parler parce que c'est une céréale qui est originaire d'Asie, qui est domestiquée dans le nord de la Chine, on pense vers le 6e millénaire, et donc qui se diffuse en Europe petit à petit pour arriver en Europe de l'Ouest et en Méditerranée vers la moitié du second millénaire avant notre ère. Et en Corse, j'en ai. À Philitose et à Basie, j'ai daté ces grains de millet carbonisés et on obtient ces datations, donc entre 1400 et 1100 avant notre ère. Et ça, c'est très bien pour parler de mobilité, à la fois d'humains et de produits. Donc là, pour la thèse, j'ai fait une carte générale de la diffusion du millet. Et on voit qu'en fait, la Corse, il y a de très fortes chances que cette diffusion du millet, elle intervient par des liens, des contacts avec l'Italie, parce qu'on a l'arrivée du millet en Italie du Nord, et notamment dans la plaine du Pô, vers vraiment la moitié du second millénaire, et juste après, on l'a en Corse. Et avec les archéologues, on sait qu'on a des liens très forts avec l'Italie du Nord, donc voilà. Et ça, l'arrivée du millet en Corse, ça pose non seulement des questions sur les relations avec les populations voisines, mais aussi le rôle des îles dans la diffusion de plantes cultivées et de pratiques éventuellement. Donc voilà, c'est des choses à développer pour le futur. Pour tout ce qui est exploitation et usage des fruitiers, on a surtout des fruitiers à usage alimentaire, mais
La production d'huile, notamment à partir du lentisque ou de l'oléastre, reste à poser. Donc j'ai parlé beaucoup des glands de chêne parce que c'est vraiment quelque chose qui est central dans l'économie de subsistance de ces populations de la Jubonze et de l'âge du fer. C'est des fruits qui sont faciles à collecter en grande quantité et puis surtout qui peuvent être stockés et qui ont juste besoin d'un traitement, généralement à l'eau, avant consommation. Et donc vous voyez que ce n'est pas que à mes sites que j'ai étudiés qu'on les retrouve, c'est un peu général sur l'île à la Jubonze. Par contre, c'est quelque chose qui a pu être consommé à la fois par les humains et par les animaux, et quoi qu'il en soit, on parle alors de balanophagie. Et le fait que ça a pu être utilisé pour les animaux ou pour les humains, ça fait une ressource assez finalement polyvalente et très importante, et son statut peut changer dans l'année. Si jamais vous avez des problèmes, une culture qui échoue, vous pouvez vous tourner vers les glands, ou si vous avez des cultures qui ont réussi et vous n'avez pas de soucis, vous pouvez l'utiliser pour les cochons, par exemple, comme actuellement. Et donc cela, je vais conclure, implique la gestion spécifique du chêne et des glands et arrive à me poser la question de potentiels systèmes agro-silvopastoraux où finalement, autour du site, on cultive et on maintient aussi des chênes qui produisent des glands doux et qui sont plus à même, adaptés à une consommation humaine. Et donc se pose aussi la question de l'exploitation des ressources ligneuses autour du site et aussi d'autres matières végétales plus ou moins situées loin du site, sans oublier peut-être des activités pastorales qui peuvent s'inscrire dans un milieu semi-ouvert. On garde les arbres pour avoir de l'ombre, pour avoir du fourrage, et aussi on exploite la fumure des animaux pour les champs situés plus ou moins loin du site. Voilà, et donc tout ça pour parler de circulation dans un territoire autour des sites archéologiques. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions.